j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous n'avons pas pu avoir la séance faute de connexion Internet. J'ai senti que ça aurait été mieux que je vous fasse un enregistrement. Comme ça, puisque mon problème peut être celui de chacun d'entre vous, ou bien de plusieurs d'entre vous, vous pourrez la visualiser l'enregistrement à votre guise, ce qui vous permettra de faire le petit test à la fin. Ok. Alors, comment ça va se passer pour nous? D'abord, voyons ce que nous voulons voir. Qu'est-ce que nous souhaitons aborder aujourd'hui? Quels sont les objectifs? À la fin de notre temps de partage, vous devriez être en mesure de reconnaître les types de mouvements, puisque nous allons aborder la notion de mécanique, plus précisément la partie de la mécanique qui s'occupe de la cinématique. Ce sont des parties de la physique. Nous allons faire la différence rapidement tout à l'heure. Notre objectif, ou du moins nos objectifs, qui sont assez légion là, il y en a pas mal. On doit savoir reconnaître les types de mouvements, vu que nous allons étudier les mouvements. Nous devrions apprendre à reconnaître les types de mouvements. Nous devons savoir caractériser un mouvement. Nous devons comprendre la relativité du mouvement, savoir calculer la vitesse moyenne de mobile, parce que qui dit mouvement, ça suppose qu'il y a un déplacement, et savoir différencier la vitesse moyenne et la vitesse instantanée, et finalement, trouver une petite astuce pour savoir convertir rapidement par le calcul des vitesses de kilomètres en heure en mètres par seconde et vice-versa. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une vitesse en kilomètres par heure et puis souhaiter avoir ça en mètres par seconde rapidement, ou bien avoir la vitesse en mètres par seconde, obtenir son équivalent en kilomètres par heure. Voici les 6 objectifs que nous nous proposons de couvrir. À la fin de la séance, tout un chacun doit se dire, eh bien voilà, mais du moins vous devez chercher à vérifier que ces notions vraiment sont bien intégrées, bien comprises par tout le monde. J'ai pour cela quelques consignes. Donc déjà, je vous dis, je vous demande de veiller à ce que vous ayez avec vous tous les matériels. Vous devez avoir votre livre, c'est le livre qui est utilisé en classe, votre cahier, de quoi écrire, et puis votre calculatrice pour faire des calculs, évidemment. Et pendant que vous allez visionner la vidéo, étant donné que ce n'est pas en mode synchrone, vous aurez la possibilité de mettre sur pause pour reprendre une notion, et vous pourrez faire cela autant de fois que ce sera nécessaire. Ça va vous permettre de noter des informations importantes, des informations qui pour vous sont nouvelles, et puis ça vous permettra également de noter les questions et afin de ne pas les oublier. Et une fois comme ça, lorsqu'on aura l'occasion de se revoir la semaine prochaine, on pourra discuter, échanger là-dessus avec les professeurs. Et finalement, après la vidéo, il y aura disponible pour vous sur la plateforme de la partie évaluation de la classe un petit test justement qui évalue ce que vous aurez compris. Donc, ayez une bonne attention et puis mettons-nous à la tâche. Alors, comment est-ce que cela va se passer? De quel est notre plan? Notre plan, il est très simple. Dans un premier temps, nous aurons à faire une lecture des pages 27 et 28. Du moins, comme je suis seul dans cet enregistrement, malheureusement, je n'ai pas d'élèves à interagir avec moi. Mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois, on palliera ce manque. OK? Donc, lors de la lecture, je vais essayer de faire mes commentaires, apporter des explications et puis de vous préciser ce qu'il y a à retenir. Et puis, le support dans tout ça, c'est que je vais vous proposer 2 petites vidéos à visionner. Ces vidéos-là seront en lien avec ce qu'on aura lu, ce qu'on aura souligné, okay? C'est-à-dire la description du mouvement. Ensuite, nous allons lire la page 29. Encore une fois, explication, commentaire et puis identification de ce qu'il y a à retenir. Et à la fin, visionnage d'une vidéo sur la relativité du mouvement. Après, lecture des pages 30 et 31. Encore une fois, explication, commentaire, identification de ce qu'il y a à retenir et visionnage de 2 vidéos sur la vitesse. Donc, ce sera tout. Ok, j'espère que ça va.
Donc tout de suite, sans trop tarder, donc en suivant ce plan-là, on finira par couvrir les objectifs. Ok. Et sans trop tarder, nous allons commencer avec le premier point, c'est-à-dire que nous nous rendons à présent à la page 27 de notre livre. Je vous invite à prendre votre livre à la page 27. Je l'ouvre en même temps. Et voilà la page du livre qui se présente. Donc, comme je l'ai dit, et le titre du chapitre, c'est Mécanique et cinématique, et pour parler plus précisément du mouvement. On va faire le point rapidement sur cela. Alors, voyons d'abord la définition. Disons tout de suite que toute la définition est à retenir. Toute la définition est à retenir. On nous dit que la mécanique, ok, c'est la science qui étudie le mouvement et l'équilibre des corps. Le chapitre est le chapitre sur la mécanique. Et la mécanique, c'est la science qui étudie le mouvement et l'équilibre des corps. On distingue à l'intérieur de cette science plusieurs parties. Donc, dans la mécanique, il y a la cinématique, il y a la dynamique et il y a la statique. Mais pour ce qui nous concerne, nous aborderons tout simplement la cinématique qui étudie les mouvements des corps par rapport au temps. Et la cinématique ne se soucie pas de trouver, d'étudier les causes des mouvements. Tout simplement, il essaie de voir les mouvements par rapport au temps. C'est-à-dire qu'il y a un laps de temps qui s'écoule et on a un objet qu'on va appeler mobile qui va sortir d'un point pour arriver à un autre, mais qui va sortir d'une position pour arriver à une autre. Ok. Et donc, notons que la dynamique s'intéresse aux causes du mouvement. Donc, la partie de la mécanique qui s'occupe des causes du mouvement, c'est la dynamique. Et la statique étudie l'équilibre ou le repos des corps. Mais comme on l'a annoncé, ce qui nous intéresse là, ce qui nous intéresse, c'est la, la comme on a vu, la cinématique, c'est-à-dire l'étude des mouvements des corps par rapport au temps. Donc, nous soulignons que, voilà, nous aborderons la cinématique qui étudie les mouvements des corps par rapport au temps, indépendamment de leur cause. Et au passage, on retient ce qu'adresse la dynamique. La dynamique s'intéresse au mouvement du mouvement et des modifications du mouvement. Alors que la statique, elle, étudie l'équilibre ou le repos des corps. J'essaie de trouver des annotations. Comme ça, je pourrais souligner pour vous. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va souligner cette partie. Et puis, on va dire que la dynamique s'intéresse à tout ça. Voilà. Maintenant, l'objet d'étude, c'est le mouvement. OK? La partie de la physique qui étudie le mouvement sans les causes en fonction du temps, c'est la cinématique, a-t-on dit. Et puis, le mouvement que nous allons étudier, on va, on va devoir le définir. Et pour cela, nous allons retenir toute cette partie-là. Donc, un point, quand est-ce qu'il est en mouvement? Un point est en mouvement quand sa position par rapport à un point fixe change. Si tu es assis et que quelqu'un se déplace à côté de toi, la personne qui se déplace, on dit qu'il est en mouvement parce que la position, ok, sa position change par rapport à toi. Et par ricochet, on dit aussi que toi, tu es en mouvement par rapport à lui. Donc, c'est quoi un mouvement? Un mouvement, c'est le changement continu de position. Ok. C'est un changement continu de position, un changement de position d'un objet dans l'espace en fonction du temps. Ok. Donc, c'est en fonction du temps. Il y a un laps de temps qui s'écoule et il y a un changement de position. Et ceci se fait
par rapport à un système de référence. Voilà. Un mouvement, c'est le changement continu de position. Donc, il y a premier aspect, changement de position. Ce changement de position se fait dans l'espace en fonction du temps, c'est-à-dire que le temps s'écoule et cela se fait par rapport à un système de référence. Et pourquoi on fait cette précision? Et c'est parce que le mouvement est relatif. Nous allons voir ça un peu plus loin. Euh, pour illustrer, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui peut se retrouver dans une voiture. Il est dans la voiture avec sa petite sœur et puis le chauffeur. Ok, tu es dans la voiture avec un chauffeur et puis ta petite sœur. Maintenant, pendant que la voiture se déplace, et il y a ta maman qui court vers toi apporter une boîte à lunch et ta maman n'a pas le temps de te rattraper, de rattraper la voiture. Pendant que la voiture est en mouvement, est-ce que ta petite sœur est en mouvement par rapport à toi? Quand tu regardes ta petite sœur, à la lumière de la définition que nous venons de voir, il n'y a pas de changement de position. C'est vrai que la voiture se déplace et vous transporte les deux, mais il n'y a pas de changement de position de ta petite sœur par rapport à toi, et il n'y a pas de changement de position de toi par rapport à ta petite sœur. Donc, du coup, il n'y a pas de mouvement. Et cependant, on sait que la voiture est bien en mouvement et il y a un mouvement par rapport à ta mère qui vient, ou bien que à ta mère qui reste là et qui vous voit vous en aller. Ok? Parce que la précision sur le système de référence est importante. Donc, vous voyez la nécessité de cette précision. Donc, c'est par rapport à un système de référence. Par rapport à toi qui est dans la voiture, la petite sœur n'est pas en mouvement. Mais par rapport à ta mère, ta petite sœur est en mouvement. En d'autres termes, ta petite sœur est en mouvement par rapport à ta mère et elle est immobile par rapport à toi. Ok? Donc, revoyons la définition. Le mouvement, c'est un changement continu de position d'un objet dans l'espace en fonction du temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, ta mère pourrait être là à te regarder. Et puis quelques secondes après, elle vous voit vous déplacer parce que votre position change. Et puis, vous avez sûrement retenu et compris pourquoi il y a la nécessité de porter cette précision par rapport à un système de référence. C'est le caractère relatif du mouvement. Alors, pour continuer, voyons ce point concernant l'étude de quelques types de mouvements. Étude de quelques types de mouvements. On retient tout ça. Parmi les différents types de mouvements que l'on observe dans la nature, il y a le mouvement rectiligne, il y a le mouvement uniforme, il y a le mouvement accéléré, le mouvement ralenti, le mouvement circulaire et le mouvement curviligne. Nous voyons qu'il y a 6 caractéristiques qui nous permettent d'avoir les types de mouvements. Donc, on retient les types de mouvements. Il y a le mouvement rectiligne, le mouvement uniforme, le mouvement accéléré, le mouvement ralenti, le mouvement circulaire et puis le mouvement curvé. Mais en gros, toutes ces caractéristiques-là peuvent être dans 2 catégories. Je reprends. On a donné plusieurs caractéristiques du mouvement, mais ces caractéristiques qui nous permettent de parler des types de mouvements peuvent se retrouver dans 2 grandes catégories. En d'autres termes, lorsqu'il vous lorsque vous êtes en situation de parler du mouvement, vous avez 2 considérations à faire et ces 2 considérations sont liées aux catégories. La première catégorie, c'est de parler de la trajectoire, donc des informations sur la trajectoire. Et l'autre catégorie, c'est les informations sur la vitesse. Si nous parlons de mouvement rectiligne, dans rectiligne, on voit ligne droite. Donc, ceci a rapport avec quoi? Ceci a rapport avec la trajectoire. Une trajectoire qui a une ligne droite. Ok? Donc, le mouvement rectiligne, une ligne droite. Ok? Une ligne droite. Ensuite, nous avons le mouvement uniforme.
Est-ce que le mouvement uniforme, ça a rapport avec la trajectoire? Quand on dit uniforme, ça veut dire que il n'y a pas de changement. Le mouvement se fait dans le même rythme, de la même façon. Donc, ceci n'a pas rapport avec la trajectoire, ceci a rapport avec la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse ne change pas. Il y a une vitesse au départ, cette vitesse est conservée à chaque seconde ou encore à chaque milliseconde. La vitesse ne change pas. Le mouvement est uniforme. Le mouvement est accéléré. Quand on dit mouvement accéléré, donc on voit accélération. Et accélération suppose augmentation de vitesse. Ok? Il y a augmentation de vitesse, il y a accélération. Le mouvement est ralenti. Le mouvement est ralenti, ça veut dire qu'il y a diminution de vitesse. Là encore, c'est une question de vitesse. Le mouvement est circulaire. Quand le mouvement est circulaire, donc là, ce n'est pas une question de vitesse, mais c'est plutôt une question de trajectoire. Le mouvement est circulaire, la trajectoire. Donc ça décrit un cercle. Et le mouvement, il est curviligne. Quand on dit que le mouvement est curviligne, ça veut dire qu'il décrit une courbe. Cela n'a pas rapport avec la vitesse, mais cela a rapport avec la trajectoire. Donc, en résumé, lorsqu'il faut parler de type de mouvement, il faudra savoir est-ce que on fait allusion à la trajectoire du mouvement, il faut faire ressortir la trajectoire du mouvement, il faut faire ressortir la vitesse du mouvement. Donc, s'il faut parler de trajectoire, donc on va parler de trajectoire. Bon, j'écris comme je peux là. Donc, ça se passe mal. Bon, en tout cas. Donc, la trajectoire, c'est tout ce que j'ai mis en vert. Trajectoire en vert, le mouvement rectiligne, ligne droite. Le mouvement circulaire, ça décrit un cercle. Le mouvement curviligne, ça fait une courbe. Maintenant, on peut parler aussi de vitesse. La vitesse. Donc, c'est la même vitesse qui est conservée. La vitesse est constante. Dans ce cas-là, on parle de mouvement uniforme. OK? Et la vitesse augmente au fur et à mesure. Dans ce cas-là, on parlera de mouvement accéléré. Ou encore, la vitesse diminue au fur et à mesure. Dans ce cas-là, on parlera de mouvement ralenti. Donc, du coup, il suffit de combiner le facteur trajectoire au facteur vitesse pour parler de mouvement. Par exemple, on peut avoir une vitesse rectiligne, mais qui se fait à une vitesse constante. Dans ce cas-là, on dit que le mouvement est rectiligne uniforme. J'espère que vous avez saisi. On peut avoir un mouvement circulaire et puis qu'il y a une augmentation de vitesse pendant que le cercle est décrit. Donc, on dira que le mouvement est circulaire accéléré. On peut avoir un mouvement rectiligne avec une diminution de vitesse. Donc, il y a le mouvement rectiligne ralenti ou encore décéléré. J'espère qu'on a compris. Je reprends en quelques mots. Parler de mouvement, c'est donner des informations sur la trajectoire et la vitesse. Ça reviendra à dire si un mouvement est rectiligne ou encore circulaire ou encore curviligne. Là, on fait état de la trajectoire ou encore préciser si le mouvement est uniforme, accéléré et ralenti. Et là, on donne des précisions sur la vitesse. Bon, merci. À présent, nous allons passer à une autre page. Nous allons prendre la page 28. Nous nous rendons à la page 28 pour voir des explications supplémentaires. Et là, je vous demande de souligner, Et nous allons souligner. Le mouvement rectiligne, première catégorie. Donc, rapidement, un mouvement est rectiligne lorsque le vecteur vitesse garde une direction constante. Le vecteur vitesse garde une direction constante et la trajectoire de tel mouvement est une ligne droite. Ok, la trajectoire de tel mouvement est une ligne droite. Vous voyez? Donc, vous voyez cette image-là? V1, V2, V3. Donc, on voit que le déplacement d'une bicyclette, on dit que c'est rectiligne. Vous voyez qu'il y a une seule direction. Et je pense que vous n'avez pas oublié les précisions qui étaient apportées sur la direction. Lorsqu'on parle de direction, il faut faire référence à des précisions du genre est-ce que c'est oblique, est-ce que c'est horizontal, est-ce que c'est vertical. Donc, la direction ne change pas.
Donc c'est une ligne droite, le mouvement rectiligne. Pour parler de mouvement uniforme, nous allons souligner ceci, nous retenons ceci, nous retenons toute la définition. Un mouvement est uniforme lorsque, lorsque le vecteur vitesse ne varie pas. Donc, quand on dit qu'un mouvement est uniforme, ça veut dire que la vitesse ne change pas. La vitesse reste constante. Et donc, la vitesse ne change pas de sens. Donc, il n'est pas question que ça monte, que ça aille vers le haut, mais que ça descende. Okay? Ça ne change pas de direction pour que ça sorte d'une direction verticale pour aller à une direction horizontale. Et puis, ça n'augmente pas, la vitesse n'augmente pas. Okay? Donc, les distances parcourues pendant les durées sont égales. C'est la même chose qui se répète. Okay? C'est la même forme. On dit que c'est un mouvement uniforme. On a donné un exemple ici. On a dit que l'exemple, c'est le déplacement de l'ascenseur d'un bâtiment d'un étage à l'autre. Et nous lisons sans souligner que le mouvement d'une voiture qui avance sur une route tortueuse est un mouvement uniforme si le compteur de vitesse de la voiture indique une mesure constante, quel que soit l'instant où l'observateur le consulte. Donc, dans les voitures, il y a des compteurs de vitesse. Donc, dans un mouvement uniforme, il n'y a pas de modification. Le compteur renvoie la même valeur. Et remarque, un mouvement rectiligne peut ne pas être uniforme. Même si un mouvement est rectiligne, ça ne veut pas dire que c'est uniforme. On peut avoir un mouvement rectiligne qui soit uniforme, on peut avoir un mouvement rectiligne, et puis il y a des changements au niveau de la vitesse. Maintenant, un mouvement accéléré, nous soulignons cette partie-là. Un mouvement est accéléré lorsque la valeur de la vitesse augmente, c'est-à-dire que les distances parcourues pendant les durées égales augmentent. C'est-à-dire que le mouvement, donc le mouvement se fait et puis il y a une augmentation de vitesse. Donc la vitesse augmente au fur et à mesure. Donc on peut se dire que il y a eu un déplacement qui s'est fait pendant 5 secondes. Lors de la première seconde, il y a eu une distance parcourue, par exemple 2 mètres par seconde. Lors de la deuxième seconde, maintenant, au lieu de faire 2 mètres pendant cette seconde-là, on a 3 mètres qui sont faits, par exemple. Donc, il y a une augmentation. Et à la troisième seconde, au lieu de faire 3 mètres, il y a 3 mètres 50 qui sont faits. Donc, il y a une augmentation de la vitesse. C'est-à-dire, pour la première seconde, il y a 2 mètres qui est parcouru. Pour la deuxième seconde, il y a, je ne sais pas, 3 mètres qui sont parcourus. Et pour la troisième seconde, il y a 3 mètres 50 qui sont parcourus. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas uniforme. La vitesse augmente, la distance parcourue pendant un laps de temps égale, là j'ai parlé de la seconde, pendant une seule seconde, là j'ai pris des durées égales. La durée égale que j'ai prise dans mon exemple, c'est la seconde. Eh bien, il y a la même distance qui sont parcourue. Okay? Par exemple, ici, nous dit que la vitesse du chariot abandonné sur le plan incliné nulle au départ. Donc, on est d'accord, lorsqu'on va commencer, lorsqu'on va lâcher le chariot sur un plan incliné, la vitesse du chariot, elle est nulle. Puis maintenant, elle va glisser. Okay? Et donc, tout au long de la pente, la vitesse va augmenter et ça va arriver au fond avec sa vitesse maximale. D'accord? Donc, lorsqu'on vous parle de mouvement accéléré, ce qui doit vous venir en tête, c'est que c'est un mouvement pour lequel il y a une augmentation de vitesse. C'est-à-dire que pour chaque seconde, ou bien pour chaque intervalle de temps égal, il y a une augmentation de la distance parcourue. On parlera de mouvement ralenti. Donc, quand est-ce qu'on dit que le mouvement est ralenti? Eh bien, le mouvement est ralenti lorsque la valeur de la vitesse diminue. Et nous soulignons ça, nous retenons ça. On parle de mouvement. Le mouvement est ralenti lorsque la valeur de la vitesse diminue. C'est-à-dire que les distances parcourues pendant des durées égales diminuent. C'est l'exemple contraire à ce que l'on a dit tout à l'heure. Par exemple, là, on s'est déplacé pendant 5 secondes. Lors de la première seconde, on a parcouru 2 mètres. Et à la deuxième seconde, on parcourt 1 mètre 50. Et à la troisième seconde, on parcourt 1 mètre. À la quatrième seconde, on parcourt 0 mètre 50. Ça veut dire que la distance parcourue pour chaque seconde diminue au fur et à mesure. Okay? Donc, pour une durée égale, ici, j'ai pris la seconde.
ok, pour une durée égale à la distance parcourue, diminue au fur et à mesure. Dans ce cas-là, on dit qu'il s'agit d'un mouvement ralenti et d'un mouvement décéléré. D'un mouvement décéléré. On souligne pour le mouvement circulaire, qu'est-ce qu'on va dire? Un mouvement est circulaire lorsque la trajectoire, ok, est un cercle ou une portion de cercle. Je crois que là, on a compris, à la peine de donner beaucoup d'exemples. Lorsque la trajectoire qui est décrite, la trajectoire, c'est l'ensemble des positions occupées par le corps qui se déplace. Ok. On dit l'ensemble des positions du mobile, c'est la trajectoire, ok, est un cercle. Donc, lorsque l'ensemble des positions, ça décrit un cercle, eh bien, on parle de mouvement circulaire. Et on parle de mouvement curviligne, on parle de mouvement curviligne lorsque la trajectoire est une courbe. Et c'est une courbe. Bien. Voilà. Euh, d'accord, j'espère que ça va. Donc, pour mettre le point sur tout ceci, là, pour nous assurer que tout ceci est clair, ou du moins pour revenir encore là-dessus, je vous suggère de visualiser deux petites vidéos. Alors, je vous passe la première vidéo, ok, vous allez la suivre attentivement. La mécanique est un domaine de la physique qui s'intéresse au mouvement des objets. Pour le décrire, on utilise du vocabulaire précis que je vais te présenter aujourd'hui. Ces notions sont abordées dès le collège, puis utilisées couramment au lycée. D'abord, il faut que tu saches que lorsqu'on te demande de décrire un mouvement, on attend deux choses. Les notions sont abordées dès le collège, puis Voilà, je vous passe la vidéo, une première vidéo qui fait un cette petit nouvelle résumé. capsule. La mécanique est un domaine de la physique qui s'intéresse au mouvement des objets. Pour le décrire, on utilise du vocabulaire précis que je vais te présenter aujourd'hui. Ces notions sont abordées dès le collège, puis utilisées couramment au lycée. D'abord, il faut que tu saches que lorsqu'on te demande de décrire un mouvement, on attend deux choses. Une information sur la forme de sa trajectoire et une information sur l'évolution de sa vitesse. Commençons par la trajectoire. Par définition, la trajectoire d'un objet est l'ensemble des positions occupées au cours du temps. On peut aussi dire que la trajectoire est la ligne décrite par un objet au cours de son mouvement. Par exemple ici, la trace dans la neige nous indique la trajectoire du skieur. Les pas dans le sable nous indiquent la trajectoire du marcheur. Alors évidemment, tous les mouvements ne laissent pas de traces. C'est pour ça que l'on utilise souvent lors de ces études de mouvement la technique de la chronophotographie. Pour faire simple, c'est une technique qui consiste à prendre une succession de photographies permettant de décomposer les phases d'un mouvement, comme sur cet exemple du skieur lors d'un saut. C'est très souvent à partir de ce pointage que tu travailleras dans les exercices et que tu devras être capable de caractériser le mouvement. Je vais donc tout de suite t'apprendre à le faire. Voici les trois types de trajectoires qui sont à retenir. Si la figure décrite par les positions successives est une droite, on dit que la trajectoire est rectiligne. Si la figure décrite est un cercle ou un arc de cercle, on dit que la trajectoire est circulaire. Et si la figure décrite est une courbe quelconque, on dit que la trajectoire est curviligne. C'était d'ailleurs le cas pour l'exemple précédent avec le skieur. Au lycée, tu pourras distinguer parmi les trajectoires curvilignes des trajectoires paraboliques qui décrivent donc une parabole, ou encore des trajectoires elliptiques qui décrivent une ellipse. Passons maintenant aux adjectifs permettant de caractériser les variations de la vitesse. Il y a trois possibilités pour la vitesse. Soit elle est constante, soit elle augmente, soit elle diminue. Si la distance séparant deux positions successives ne varie pas, l'objet étudié va donc toujours à la même vitesse. On dira que le mouvement est uniforme. Si la distance séparant deux positions successives augmente, l'objet va alors de plus en plus vite. On dit que le mouvement est accéléré. Et enfin, si la distance séparant deux positions successives diminue, alors là, l'objet va de moins en moins vite. La vitesse diminue, on dit que le mouvement est ralenti, ou on dit que le mouvement est décéléré. Faisons un bilan sur ce que tu dois retenir. Pour décrire le mouvement d'un objet, on s'intéresse à la forme de sa trajectoire, pour préciser si le mouvement est rectiligne, circulaire ou curviligne, et on s'intéresse à l'évolution de sa vitesse, pour préciser si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti. Je te propose deux exemples pour finir et vérifier que tu as bien compris. Ce coureur a une trajectoire rectiligne et sa vitesse augmente. On peut dire qu'il a un mouvement rectiligne accéléré.
Autre exemple, la Terre a une trajectoire circulaire autour du Soleil et sa vitesse est constante. On peut dire qu'elle a un mouvement circulaire uniforme autour du Soleil. J'espère que tu es maintenant plus à l'aise avec la notion de mouvement. Pour t'entraîner, je te propose un QC. D'accord? Et je crois que c'est bien présenté et ça reprend les informations qu'on vient de faire ressortir du livre. C'est comme une sorte de synthèse. Je crois que tout le monde a compris. Et maintenant, on peut visualiser une deuxième petite vidéo. Pour traiter ensemble un exercice sur la notion de mouvement. On nous donne ici 4 figures sur lesquelles sont représentées 4 chronophotographies et on nous demande de caractériser les différents mouvements. Je t'encourage à mettre pause sur la vidéo et essayer de traiter seul l'exercice avant d'afficher la correction. Avant de corriger tout ça en détail, je te propose de commencer par un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire caractériser un mouvement? Quand on s'intéresse au mouvement d'un objet, on souhaite caractériser deux choses. Dans un premier temps, la forme de sa trajectoire et dans un deuxième temps, l'évolution de sa vitesse. Je vais donc te rappeler ici les cas que tu vas rencontrer le plus souvent. Je te rappelle que la trajectoire correspond aux positions successives de l'objet au cours du temps. On peut en trouver de différentes formes et on distingue la droite, le cercle ou encore la courbe. À partir du lycée, on distinguera aussi les trajectoires en forme de parabole. Quand la trajectoire est une droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Quand la trajectoire est un cercle, on dit que le mouvement est circulaire. Et quand la trajectoire est une courbe quelconque, on dit que le mouvement est curviligne. Passons maintenant à la vitesse. À partir d'une chronophotographie, pour déterminer les variations de la vitesse, il faut s'intéresser à la distance séparant les positions successives. Si cette distance est toujours la même et constante, comme c'est le cas dans le premier exemple, la vitesse est tout simplement constante. Si cette distance, elle augmente, c'est-à-dire si les points sont de plus en plus éloignés, dans ce cas-là, la vitesse augmente. Et troisième cas de figure, si la distance entre les positions successives diminue, dans ce cas-là, la vitesse diminue également. Quand on va caractériser le mouvement, si la vitesse est constante, on parlera de mouvement uniforme. Si la vitesse augmente, on dira que le mouvement est accéléré. Et si la vitesse diminue, on dira que le mouvement est ralenti ou que le mouvement est décéléré. Maintenant qu'on a rappelé tout ça, revenons à notre exercice. Premier cas de figure. Je remarque déjà que la trajectoire est une droite. Deuxième chose, je m'intéresse à la distance séparant deux positions successives et je vois ici qu'elle augmente. Je peux donc en déduire que la vitesse augmente. Je conclus en caractérisant le mouvement comme ça nous est demandé. Le mouvement est ici rectiligne accéléré. Deuxième cas de figure, je fais pareil. Je m'intéresse à la forme de la trajectoire. Ici, c'est une courbe quelconque. Ensuite, pour m'intéresser à l'évolution de la vitesse, je regarde la distance séparant deux positions successives. Je garde bien en tête le sens du mouvement, de la gauche vers la droite, indiqué dans l'énoncé. Je vois que cette distance, elle diminue. Donc j'en déduis que la vitesse diminue également. Conclusion, dans ce deuxième cas de figure, le mouvement est curviligne, ralenti. On continue pour le troisième exemple. La trajectoire est une droite, et la distance séparant deux positions successives reste constante. Donc la vitesse reste constante. On peut donc caractériser le mouvement et dire qu'il est rectiligne uniforme. Dernier cas de figure, toujours le même principe. Je vais d'abord chercher la forme de la trajectoire. Ici, c'est une courbe. On n'a pas vraiment suffisamment d'informations pour dire que la trajectoire va être circulaire. Deuxième chose que je vais regarder, c'est la distance séparant les positions successives. Et je vois ici qu'elle augmente. Donc que la vitesse augmente. Conclusion, ce quatrième mouvement est curviligne accéléré. Voilà pour cet exercice et pour l'utilisation des différents mots de vocabulaire qui te permettent de caractériser un mouvement. Ok, je crois que c'est clair pour tout le monde. À présent, nous allons passer à la prochaine étape. Nous venons, disons, de
voir la première étape. On va dire que pour ça, c'est OK. Nous avons déjà fait la lecture. Et puis, on va dire ici aussi que c'est OK. Nous avons visualisé les deux vidéos qui donnent pas mal d'éclaircissements. Et maintenant, nous allons lire la page 29 pour faire ressortir les points à retenir et à l'occasion donner des explications supplémentaires. Donc, on prend son livre à la page 29 à présent. Donc, là, nous allons voir un peu ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, à savoir que le mouvement a un caractère relatif. Un objet peut être en mouvement pour quelqu'un, pour un observateur, en fonction de son point de vue, alors que du point de vue de l'autre, cet objet-là n'est pas en mouvement, il est carrément immobile. Donc, on va dire, nous lisons que peu de choses dans notre univers sont au repos, la plupart d'entre elles sont en mouvement constant. Qu'il s'agisse de planètes tournant autour d'une étoile, des électrons dans les atomes, d'un oiseau dans le ciel ou de passagers assis dans un bus. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Dans les chapitres précédents, nous avons suffisamment parlé de la constitution de la matière, la formation de l'univers, ok, pour se dire qu'il y a du mouvement, au moins ne serait-ce que dans les particules élémentaires, les électrons qui bougent autour des noyaux, etc. Alors, mise en évidence de la relativité du mouvement, on vous a présenté un exemple. Christelle et Manouchka sont assises dans un bus qui les emmène à Saint-Marc. Elles sont donc en mouvement par rapport aux arbres situés au bord de la route. Vous êtes d'accord? Elles sont dans un bus et le bus les emmène à Saint-Marc. Les arbres sont sur la route. Généralement, on prend des référentiels qui sont fixes, qui ne bougent pas. Et ça, si vous le voyez, c'est dans la définition aussi. Elles sont en rapport par rapport aux arbres situés. Okay? Elles sont en mouvement par rapport aux arbres situés au bord de la route, mais elles sont au repos par rapport à la carrosserie du bus. C'est-à-dire qu'elles ne se déplacent pas par rapport à l'habitacle du bus, à ce qui forme le bus. Okay? Et il n'y a pas de changement de position. Après 3 secondes, il garde la même position par rapport à l'habitacle du bus. Après 5 secondes, il garde encore la même position. Donc, il n'y a pas de mouvement. Mais par contre, après une seconde, sa position par rapport à l'arbre ou bien par rapport à la maison qui est sur le sol, eh bien, sa position change et varie. Donc, leur position par rapport au sol change pendant que leur position par rapport, enfin l'une par rapport à l'autre ne change pas, ou bien leur position par rapport au bus, mais par rapport au siège du bus, ça ne change pas. Maintenant, un contrôleur se déplace dans le couloir du bus pour collecter l'argent auprès des passagers. Le contrôleur, il est en mouvement par rapport aux voyageurs, mais aussi par rapport aux arbres, puisque le contrôleur se déplace, il change de position par rapport aux deux sœurs, Christelle et Manouchka. Ok? Pourtant, par rapport à un observateur extérieur au bus, les trois personnages sont en mouvement. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde et qui voit le bus passer, eh bien, il se dit Christelle est en mouvement, Manouchka est en mouvement et le contrôleur est en mouvement. Ok? Donc, est-ce que les deux mentent ou bien est-ce que les deux ont raison? On va se dire que tout est une question de point de vue. C'est pour cette raison qu'il est important de trouver un référentiel, de préciser le référentiel lorsqu'on parle de mouvement. Dans un référentiel, donc par rapport à, il y a mouvement, et par rapport à, il n'y a pas de mouvement. On continue la lecture. De même, assis à votre siège de travail, vous êtes immobile par rapport au mur de la salle,
mais vous êtes en mouvement par rapport à l'autobus qui circule dans la rue. Ok, pour revenir à ce que nous avions dit tout à l'heure. Et si nous nous référons encore à la définition du mouvement, c'est un changement de position par rapport à un point. Même assis dans la classe, vous voyez que vous êtes immobile, mais vous changez de position par rapport à une voiture qui est en train de circuler. Donc, vous êtes immobile par rapport au mur de la classe, vous êtes immobile par rapport au tableau, vous êtes immobile par rapport au banc, vous êtes immobile par rapport à votre camarade, mais vous êtes en mouvement par rapport à une voiture qui est en train de passer. Ok. Donc, ces exemples très simples montrent que les notions de mouvement ou de repos ont donc un caractère relatif. Le mouvement est relatif. Ça veut dire que il y a mouvement ou il y a repos, dépendamment de ce à quoi on fait comme référence, de ce à quoi on fait référence comme repère. Donc, nous soulignons la dernière phrase. Ainsi, pour étudier un mouvement, il est nécessaire de définir un référentiel. Donc, quand vous dites que quelque chose est un mouvement, cela n'est pas complet comme information. Vous dites qu'un objet est immobile, ce n'est toujours pas complet. Il faut, vous voyez, c'est nécessaire. Il est nécessaire de définir un référentiel. Il est nécessaire de définir un référentiel. Ok. Il est nécessaire de définir un référentiel. Ok. Donc, alors quels sont les référentiels? Généralement, les référentiels, ce sont des repères. Les référentiels, ce sont des repères. Donc, pour repérer un mobile, on nous dit, il faut un système de 3 axes perpendiculaires, 2 à 2. Donc, on est habitué avec ça. Bon, vous êtes plus ou moins habitué avec le repère de 2 axes, donc qui fait ressortir les 2 dimensions. Mais nous savons que l'espace, il y a non seulement la longueur, il y a la largeur, mais il y a une troisième dimension, il y a la hauteur qui, qui agit aussi. Donc, là, on ne va pas donner trop de détails, mais tout simplement, je vous demande de souligner ceci, par exemple, pour trop de détails. Donc, on distingue 2 sortes de repères. Le repère concernant l'espace et le repère de date. Comprenez date comme étant un terme utilisé pour désigner le temps ou la durée. Et l'ensemble constitué d'un repère d'espace et d'un repère de date est appelé référentiel. C'est-à-dire que lorsqu'on va considérer la position dans l'espace et la position par rapport à un temps, c'est-à-dire qu'un objet, un mobile, il se déplace dans un espace selon les 3 dimensions. Il peut se déplacer suivant la longueur, il se déplace selon la largeur, il se déplace selon la hauteur, donc il se déplace dans l'espace, mais il se déplace dans l'espace selon un temps, c'est-à-dire en fonction du temps. Après une seconde, il y a eu une variation peut-être par rapport à la longueur, ou bien une variation par rapport à la hauteur, ou par rapport à la largeur, ou bien par une combinaison des 2 ou des 3, mais en fonction du temps. Et plus le temps s'écoule, plus la position change par rapport à ces repères-là. Donc, cet ensemble-là, donc l'ensemble constitué, vous soulignez ça, l'ensemble constitué d'un repère espace, longueur, selon la longueur, la largeur, la hauteur, et d'un repère de date, c'est-à-dire le temps, okay, lorsqu'on combine tout ça, cela constitue ce que nous appelons le référentiel. C'est le référentiel. Nous continuons. J'espère que vous soulignez en même temps avec moi dans votre livre et que vous retenez les informations essentielles. C'est important. Trajectoire de mobile. Un bus va de Port-au-Prince à Léogane. Dans ce trajet, okay, il est tenu de suivre la route nationale numéro 2. Celle-ci constitue la trajectoire de ce bus. C'est-à-dire, le bus va occuper un ensemble de positions successives pour sortir du Port-au-Prince, aller au Gard, sur la route. Okay? C'est la trajectoire. Et on souligne la définition. On appelle, soulignez ça, hein? On appelle trajectoire d'un mobile l'ensemble des positions successives, qu'il occupe au cours de son déplacement dans un repère. L'ensemble des positions
Le bus, il se déplace et il occupe un ensemble de positions. C'est comme s'il y avait un ensemble de points qui se suivent pour qu'il sorte d'une position initiale à une position finale. Cet ensemble de positions qui décrit une trace, ok, c'est la trajectoire. Et nous avions vu tout à l'heure que cette trajectoire-là, elle peut être une ligne droite. Dans ce cas-là, on dirait que c'est rectiligne. Ça peut décrire un cercle, ce sera circulaire, mais ça peut avoir la forme d'une courbe quelconque. On dirait qu'il s'agit d'une trajectoire curviligne. Et vous soulignez que lorsqu'on parle de nature de mouvement, donc quelle est la nature de mouvement? Donc la nature de mouvement, elle est caractérisée par sa trajectoire. On avait vu tout à l'heure. La nature de mouvement est caractérisée par sa trajectoire et aussi par sa vitesse. Nous l'avions étudié tout à l'heure. Les deux termes qui reviennent, trajectoire et vitesse, pour décrire le mouvement. Le mouvement est caractérisé par sa trajectoire, le mouvement est caractérisé par sa vitesse. Quand c'est une ligne droite, on dit que c'est rectiligne. Quand c'est un cercle, on dit que c'est circulaire. Et quand ça décrit une courbe, on dit que c'est curviligne. La vitesse, quand ça ne change pas du tout, on dit qu'elle est constante, qu'elle est uniforme. Quand elle augmente, on dit qu'elle est accélérée. Et quand elle diminue, on dit qu'elle est ralentie ou bien elle est décélérée. Okay. Donc, à présent, nous allons voir, justement, nous venons de parler de la relativité du mouvement. Le mouvement, il est relatif. Il dépend d'un référentiel. Dans tel référentiel, il y a mouvement. Dans tel référentiel, c'est un état de repos. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de changement. Donc, le changement se fait dans un référentiel. C'est ce qu'on doit retenir ici. Le mouvement, il est relatif. Et pour parler de mouvement, et pour étudier un mouvement, il est nécessaire de définir un référentiel. Et on a dit ce que c'est que le référentiel. Le référentiel, c'est la combinaison d'un repère de repères d'espace et de repères de date. C'est-à-dire qu'on considère la position selon la longueur, la largeur et la hauteur, les trois dimensions de l'espace, pendant que le temps s'écoule dans le temps. Ok, ça va. On va maintenant passer au visionnage d'une autre vidéo. C'est la vidéo sur la relativité du mouvement. Okay. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à arrêter la vidéo pour faire ressortir une information. N'hésitez pas. La relativité du mouvement et on abordera les notions de système et de référentiel en prenant un exemple simple de la vie quotidienne. La mécanique, c'est un domaine de la physique qui s'intéresse au mouvement des objets. Mais lorsqu'on caractérise un mouvement, il est nécessaire, pour être précis, d'indiquer par rapport à quoi on l'étudie. Pour comprendre ça, regarde cette situation. Deux passagers sont assis dans un train en mouvement qui avance. Un observateur se trouve immobile sur le quai et regarde le train avancer. Pour t'aider à bien visualiser la situation, j'ai pris soin de numéroter les différents personnages. Si on s'intéresse au mouvement du personnage 1, on peut dire qu'il est immobile par rapport au personnage 2, qui est simplement assis en face de lui. Il ne se déplace pas du point de vue du personnage 2. Par contre, ce personnage 1, il est en mouvement par rapport au personnage 3. Du point de vue de l'observateur, il voit bien les deux passagers se déplacer et avancer. Eh bien, c'est ça la relativité du mouvement. Un objet peut être à la fois immobile et en mouvement, selon le point de vue de l'observateur. On dit que le mouvement est relatif. Il dépend de l'objet par rapport auquel on l'étudie. Pour être un peu plus précis, on va définir et utiliser du vocabulaire pour ces objets. L'objet dont on étudie le mouvement en mécanique est appelé le système. L'objet par rapport auquel on étudie le mouvement est appelé le référentiel. Pour que tu comprennes bien ces nouveaux mots de vocabulaire, reprenons l'exemple précédent. Si on s'intéresse au mouvement du personnage 1, le personnage 1, c'est le système étudié. On a dit qu'il était immobile par rapport au personnage 2, donc par rapport au train, puisqu'il ne se déplace pas dans le train. On a plutôt l'habitude de prendre un solide comme référentiel. De même,
Il est en mouvement par rapport au personnage 3, donc par rapport au sol. Il est en train d'avancer. Ici, le train et le sol sont les référentiels. Ce sont les objets par rapport auxquels on a étudié le mouvement du système. Voilà. J'espère que tu as maintenant bien compris pourquoi on dit que le mouvement est relatif, et du coup, pourquoi il est nécessaire lorsqu'on caractérise un mouvement d'indiquer le référentiel d'étude, puisque le mouvement dépend justement du référentiel. À bientôt! Ok. Je crois que vous avez compris. Ok. C'était pour mettre les points sur les i. Nous avons cette petite vidéo. Donc à présent, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de lire les informations dans notre livre et on les a confrontées aux explications, aux ajouts qui ont été faits, soit par moi ou bien par le biais de la vidéo. Donc voilà, et on a fait ça. On a identifié ce qu'il y a à retenir, tout ça. Et puis, on a visionné la vidéo aussi sur la relativité du mouvement. On va dire OK. C'est OK. Bon. Maintenant, le nouveau point là, c'est quoi? C'est que nous allons à la page. Nous allons à la page. Nous allons faire une lecture des pages 30 et 31. Page 30 et 31. Nous avons notre livre ouvert à la page 30. On va commencer avec la page 31. Alors, la page 30. Pour aborder les notions de vitesse, ça nous amènera à établir la différence à bien faire le point sur ce que c'est que la vitesse moyenne, la vitesse instantanée, et puis des formules pour calculer la vitesse, donc faire ressortir la différence, les unités de mesure, et puis trouver une petite astuce pour faire rapidement une conversion, sortir de mètres par seconde en kilomètres par heure. Ok. Donc voyons. Et pour commencer, nous soulignons ce qui est dit sur la notion de vitesse. Donc la vitesse d'un mobile, le mobile c'est le corps qui se déplace. Ok. La vitesse d'un mobile, c'est une grandeur vectorielle représentant la rapidité avec laquelle il se déplace et la direction qu'il emprunte. Donc, lorsqu'on parle de vitesse, donc, je souligne pour vous les mots-clés. Premièrement, c'est une grandeur vectorielle. Nous savons qu'un vecteur, il est caractérisé par quoi? Par une direction, un sens et une norme et une grandeur. Donc, ces trois composantes font que ça fasse ressortir la rapidité, donc liée à la grandeur. Okay? Ça fait ressortir aussi la direction et même le sens. Ça fait ressortir le sens. Ça fait ressortir le sens. Okay. Maintenant, on va parler de vitesse moyenne. On appelle vitesse moyenne, on souligne tout ça. On appelle vitesse moyenne le rapport, c'est-à-dire la division entre la distance parcourue et le temps mis pour le trajet. Donc, c'est une division, une simple division entre la distance parcourue et le temps mis pour le faire. Ceci nous donne ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Donc, nous avons la formule ici que vitesse moyenne est égale à la distance divisée par le temps. Et à partir de cette formule, nous pouvons en déduire d'autres. Nous pouvons calculer la distance et nous pouvons calculer le temps. Il faut calculer le temps. Donc la distance serait égale à quoi? La distance serait égale à quoi? Ce serait égal à la vitesse multipliée par le temps. La distance serait vitesse par temps. Et le temps, pour sa part, le temps serait égal à quoi? Eh bien,
le temps serait égal à la distance divisé par la vitesse. Distance divisé par vitesse. Maintenant, attention, il faut que l'on fasse attention aux unités. La distance parcourue en mètres, le temps du trajet en secondes, qui est l'unité internationale. Distance parcourue en mètres et le temps en secondes. Quelle est l'unité de vitesse dans ce cas? Si on a la distance en mètres et le temps en secondes, on va obtenir une unité de vitesse mètres par seconde. On souligne que dans le système international d'unités, les valeurs des vitesses sont exprimées en mètres par seconde. Le mètre par seconde est l'unité, ok, qui est l'unité conventionnelle, l'unité conventionnelle retenue dans le système international d'unité des valeurs. Ok. Maintenant, j'attire votre attention sur les deux façons de représenter le mètre par seconde. Vous voyez, mètre par seconde, c'est comme si on a mètre sur S, M divisé par S, mètre divisé par seconde. Le signe de la division ici, ou bien le M point S-1. Donc, le point, c'est le signe de la multiplication. Si nous utilisons le signe de la multiplication, nous devons mettre S-1, comme pour dire que c'est l'inverse. Donc, d'ailleurs, nous savons que dans les cours de puissance que vous avez eu en maths, si nous écrivons S-1, c'est comme si on avait 1 sur S. Donc, en d'autres termes, c'est comme si on avait M multiplié par 1 sur S, qui est la même chose que M sur S. Donc, vous ne pouvez pas écrire M sur S-1. Vous allez écrire M sur S. Vous ne pouvez pas écrire M par S, vous devez écrire M par S-1. Et ces deux valeurs-là, ces deux notations, elles font référence à l'unité de mesure de la vitesse. Okay? Donc, en pratique, une unité utilisée très souvent est le kilomètre-heure. Donc, il existe. Donc, l'unité internationale de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Mètre par seconde, bien sûr. Mais vous savez très bien que on utilise une unité de mesure. Et cette unité de mesure, c'est le kilomètre-heure. Okay? Et dans ce tableau, bon, ça, ce n'est pas à retenir. C'est tout simplement un ordre de grandeur de quelques vitesses. Donc, généralement, quelqu'un qui marche à pied, on se dit que, bon, après une heure, il aura parcouru 5 km. Et un avion de ligne, Boeing, aura fait 800 km après une heure, etc. 30 km par seconde, qui serait la vitesse de la Terre autour du Soleil, etc. Donc là, nous avons quelques exemples de vitesse. Ce n'est pas à retenir. Maintenant, lorsqu'on va parler de vitesse instantanée, donc la vitesse instantanée, c'est une vitesse à un moment donné. Parce que si nous revenons sur cette formule, la vitesse moyenne, distance divisée par temps, et que nous essayons d'appliquer ça à une situation, supposons que quelqu'un, par exemple, doit sortir de Delma 31 pour arriver à la barrière de Delma 33 de l'école. Une personne peut commencer ce trajet. D'abord, il était debout, donc sa vitesse était nulle, 0 mètre par seconde. Ensuite, d'un coup, il se met à courir. Donc, il a une vitesse de, je ne sais pas, 10 mètres par seconde. Oui, bon, c'est un sprint, ou encore 7 mètres par seconde. Et il se met à courir. Ensuite, il arrive devant la cafétéria, il rencontre un ami. Il reste lui parler. Donc, le temps passe. Le temps passe. Donc, pendant ce temps, il a une vitesse de 0 mètre par seconde. Et puis, il se remet à courir. Il arrive devant le secondaire. Il reste parler à un ami. Et finalement, il marche. Il arrive à la barrière de Delma 33. Si on veut calculer la vitesse moyenne, je vais devoir tenir compte de toute la distance parcourue, c'est-à-dire la distance entre la barrière de Delma 31 et Delma 33, et je divise par le temps qu'il a mis, c'est-à-dire les temps de pause, okay? Le temps qu'il a fait pour parler, qu'il a pris pour parler devant la cafétéria, devant le secondaire, okay? Et puis le temps qu'il a mis lorsqu'il courait, et le temps qu'il a mis pour marcher. Donc c'est le temps total, c'est la durée totale du trajet. Et
je divise la distance totale par la durée totale du trajet. C'est ce qui va me donner la vitesse moyenne. Mais on comprend bien que cette vitesse moyenne ne reflète pas une vitesse à un moment donné, parce que la vitesse n'a pas été, son mouvement n'a pas été uniforme, sa vitesse a eu à changer. Donc il y a eu des modifications. Okay? Et de 0 mètres par seconde, des fois il accélère, des fois il s'arrête, des fois il décélère, il ralentit. Okay? Donc on a un ensemble de vitesses instantanées, alors que cette formule-là nous permet de calculer la vitesse moyenne. Nous n'allons pas voir tout de suite la vitesse, la formule pour calculer la vitesse instantanée, mais on va dire que la vitesse instantanée, c'est la vitesse à un moment précis. Et la vitesse instantanée, c'est une vitesse pour une petite distance parcourue en un laps de temps très petit. C'est-à-dire que ce serait par exemple, si je prends la distance entre la troisième seconde de marche et la quatrième seconde de marche, quelle est la vitesse qu'il a parcouru? Donc je ferai, quelle est la distance parcourue par exemple entre la troisième seconde et la quatrième seconde? Et quelle est la distance parcourue entre la huitième seconde et la neuvième seconde? Ce serait une vitesse instantanée. C'est le rapport entre la distance à ce moment-là et le temps mis entre la huitième seconde et la neuvième seconde, ce serait la vitesse instantanée. Donc, du coup, nous n'allons pas parler de la formule exacte, mais c'est important de comprendre ce que c'est. Donc, on va dire que la vitesse moyenne, ça fournit, donc nous retenons que la vitesse moyenne, elle fournit une information très sommaire sur la rapidité du mouvement. Parce que le mouvement a pu être rapide et puis il y a eu un ralentissement du mouvement. Et puis finalement, ça va influencer la vitesse moyenne. Donc, ça ne donne pas une information fiable, ça donne une information sommaire sur la rapidité. Par exemple, deux mobiles peuvent avoir la même vitesse moyenne, l'un parce qu'il est allé lentement et l'autre parce qu'après une allure rapide, s'est arrêté pendant un certain temps. Okay? Donc, on peut avoir la même vitesse moyenne pendant que quelqu'un là, il s'est amusé à marcher, mais très lentement. Et puis, une autre personne, il a couru pour arriver vers Delmatin-toi. Il a eu le temps de parler à quelqu'un. Et puis, il se remet à courir encore. Et puis, on voit que, et bien voilà, les deux, ils ont la même vitesse moyenne. Okay? Donc, pour avoir une information de plus en plus précise sur la vitesse de mobile, on doit considérer des durées de plus en plus brèves du parcours. Ça, nous allons souligner. Donc, d'abord que la vitesse moyenne, elle fournit une information très sommaire sur la rapidité du mouvement. Et pour avoir une information précise sur la vitesse de mobile, il faut considérer des vitesses de plus en plus brèves dans le parcours. Et la vitesse du mobile pendant ce laps de temps petit, okay, la vitesse du mobile pendant un laps de temps très restreint s'appelle vitesse instantanée. Et on souligne la définition que la vitesse instantanée est une vitesse moyenne calculée pendant une durée très courte. C'est-à-dire, on va prendre la distance qui a été parcourue pendant une durée très courte, on divise par la durée très courte, ça donne la vitesse instantanée. Mais maintenant, l'ambiguïté, c'est qu'on ne s'entend pas toujours sur qu'est-ce qui est très court. On estime qu'une seconde n'est pas suffisamment court, par exemple. Donc, la vitesse instantanée permet de définir la vitesse de mobile à chaque instant. On va souligner ça. La vitesse instantanée, elle permet de définir la vitesse de mobile à chaque instant. Et l'exemple que nous avons, c'est dans le compteur d'une voiture. Et donc, il suffit de jeter un coup d'œil sur le compteur d'une voiture, on voit qu'il y a une vitesse qui est affichée. Cette vitesse-là, c'est la vitesse instantanée. C'est la vitesse instantanée. Okay? Nous continuons avec la page 30. Nous continuons avec la page 30. Pardon, avec la page 31. Ok, on parle de accélération. Pour parler de l'accélération maintenant, on a fort probablement une idée sur la signification du terme accélération. Bon, on comprend, on accélère. Okay? Donc, pour la plupart des gens, il s'agit d'une augmentation de vitesse. Par exemple, la vitesse d'une voiture augmente lorsqu'on appuie sur l'accélérateur. Mais en physique, la définition est plus large. Le terme accélération désigne tout changement de vitesse par rapport au temps que cette vitesse augmente, diminue ou change de direction. Donc, nous allons
souligner cette petite précision. Donc, en physique, on va parler d'accélération lorsque il y a changement de vitesse. Donc, on ne va pas trop utiliser le terme décélération, on va parler de tout simplement d'accélération, qu'il y ait augmentation, ok, ou diminution de vitesse. C'est la valeur de l'accélération qui permettra de comprendre est-ce que il y a une augmentation, mais il y a une diminution. Voyons en clair ce qu'on nous propose comme résumé du chapitre. Donc, tout ça, c'est à retenir. Hein. Tout ça, c'est à retenir. Tout ça, mais vraiment à retenir. Donc, c'est comme une synthèse. Donc, la cinématique s'intéresse à la description du mouvement des corps sans se préoccuper de la cause éventuelle de ce mouvement. On en a parlé. Donc, la cinématique décrit le mouvement, mais il ne cherche pas à connaître les causes, il ne cherche pas à étudier les causes. Un mouvement, c'est le changement continu de position d'un objet dans l'espace en fonction du temps par rapport à un système de référence. On se souvient de cela. Un mouvement est rectiligne lorsque le vecteur vitesse garde une direction constante mais varie en intensité. Un mouvement est uniforme lorsque le vecteur vitesse ne varie pas. Un mouvement est accéléré lorsque la valeur de la vitesse augmente. Un mouvement est ralenti lorsque la valeur de la vitesse diminue. Un mouvement est circulaire lorsque la trajectoire est un cercle ou une portion de cercle. Un mouvement est curviligne lorsque la trajectoire est une courbe. La trajectoire d'un mobile est l'ensemble des positions successives qu'il occupe au cours de son déplacement dans un repère. Et un repère est un ensemble de 3 vecteurs de base qui permettent de déterminer la position de point dans l'espace associé au référentiel choisi. Rappelez-vous, on avait parlé, pour parler de référentiel, on a fait allusion au repère de date, okay, et au repère de position. Donc, on appelle vitesse moyenne le rapport entre la distance parcourue et le temps mis pour le trajet. Et vitesse moyenne, c'est distance parcourue divisée par le temps, la durée. Et la vitesse instantanée, c'est la vitesse du mobile en un point de la trajectoire, en un temps, à une date donnée. On dit à la date T, donc en un instant donné. Voilà, c'est l'essentiel du chapitre qui est vu. Et pour finir, nous allons visualiser quelques petites vidéos. Alors, 2 petites vidéos qui donnent des précisions sur la vitesse. Mais juste avant, je vous présente un petit résumé sur ce qu'on fait pour calculer, pour convertir les vitesses. Donc, il suffira par exemple de retenir cette petite relation-là. Par exemple, que 1 mètre seconde, la vitesse de 1 mètre seconde, ça correspond à 3,6 km par heure. Donc, on se souvient de ça. Et puis après, on fait une règle de 3. 1 mètre seconde correspond à 3,6 km par heure. Donc, à partir de ça, si nous disons que si nous avons 90 km à l'heure, qu'il faut convertir en 1 mètre seconde, et on dit 1 mètre seconde correspond à 3,6 km par heure, on fait la règle de 3 et puis on trouve la valeur en mètres par seconde. Et 1 mètre seconde correspond à 3,6 km par heure. Si nous avons une vitesse de 50 mètres par seconde et qu'il faut mettre ça à km par heure, il suffit de faire la règle de 3 et puis nous avons notre conversion. Bien. Maintenant, voyons la première vidéo que nous visualisons. Vidéo, nous allons voir la définition de ce qu'est la vitesse moyenne. Alors, on va parler de vitesse pour un mobile. Un mobile, c'est quelque chose ou quelqu'un qui bouge. Et donc, on va parler de vitesse moyenne pour un mobile qui a parcouru la distance qu'on appellera petit d pendant une durée qu'on nommera petit t. C'est défini par le quotient, autrement dit le résultat de la division, d divisé par t. Où d, donc on rappelle que ça désigne la distance et que t désigne alors la durée. On se souvient de t avec évidemment comme première lettre du mot temps. Évidemment, cette formule pour calculer une vitesse moyenne est à connaître par cœur.
Alors pourquoi on parle de vitesse moyenne? Bien en fait parce qu'on considère que la distance et le temps, la durée, sont proportionnels. Alors il va falloir faire attention aux unités et donc faire attention à l'unité de la distance et à l'unité du temps. Donc si la distance est en kilomètres et la durée en heures, la vitesse sera exprimée en kilomètres par heure, une notation dont vous avez déjà l'habitude. Et une nouvelle notation, on pourra aussi écrire kilomètres heure moins 1. Alors, cette notation heure moins 1, comme ça en exposant moins 1, on l'a déjà rencontrée lorsqu'on a parlé d'inverse. On en reparlera encore de cette notation au moment de la puissance. Pour l'instant, c'est juste à connaître par cœur. On peut écrire soit kilomètre par heure, soit kilomètre heure moins 1. Alors, dans les livres, on trouve cette manière de noter, kilomètre heure moins 1. J'avoue que pour ma part, j'utilise la plupart du temps les kilomètres par heure puisque c'est l'unité de vitesse que l'on utilise dans la vie courante. Maintenant, il faut faire attention si la distance est en mètres et la durée en secondes. Eh bien, la vitesse, puisque c'est distance divisée par durée, c'est des mètres divisé par des secondes. Donc, l'unité sera mètres par seconde ou encore avec la nouvelle notation mètres seconde moins 1. Donc, j'ai déjà dit que la distance parcourue était proportionnelle à la durée du parcours. Donc, à une vitesse moyenne donnée, on va pouvoir écrire que la distance, c'est égal à la vitesse multipliée par la durée. Mais on peut aussi écrire que la durée, c'est-à-dire le temps, c'est égal à la distance divisée par la vitesse moyenne. Donc, à partir de la première formule qui est à connaître par cœur, la vitesse, c'est la distance sur le temps, on va pouvoir en définir deux autres, la formule pour trouver la distance et une formule pour trouver le temps. Alors, donnons un exemple. Si j'ai un véhicule qui parcourt 126 km en 3 heures et que je me pose la question de quelle est sa vitesse moyenne en kilomètres par heure, eh bien, si il a parcouru cette distance proportionnellement au temps, je peux d'ailleurs écrire un tableau de proportionnalité dans lequel je vais faire correspondre la distance et la durée. Pour 126 km, il a parcouru 3 heures. Et quand je me pose la question de la vitesse moyenne, en fait, je me demande pour 1 heure. Donc rapidement, je vois qu'en effet, ça va correspondre à distance divisée par durée. Autrement dit, 126 divisé par 3. À la calculatrice, je trouve que ça fait 42 et je fais attention à l'unité. J'ai des kilomètres que je divise par des heures. Mon unité de vitesse, c'est les kilomètres par heure. Donc voilà ce qui est à retenir pour la vitesse moyenne. On va parler de vitesse moyenne quand la distance est proportionnelle au temps. La formule pour calculer la vitesse, c'est distance divisée par durée, mais on peut aussi se servir d'un tableau de proportionnalité pour déterminer soit la vitesse, mais également la distance ou la durée quand on connaîtra la vitesse moyenne. Bien, un petit récapitulatif, c'était pour faire des rappels importants, et puis des précisions. Dans cette vidéo, nous allons... Parce qu'on sait qu'il y a des erreurs qui surgissent et qui montrent que de petites informations ne sont pas bien appréhendées. Il faut faire attention à tout ça. Et en fin de compte, nous allons visualiser cette petite vidéo qui parle encore de la différence entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Nous allons apprendre à faire la. Okay. Donc, alors, on a dit tout à l'heure. Voilà, cette vidéo nous fait le rappel et fait le point pour nous. Imagine que tu es étudiant ou étudiante en physique et que tu sors d'un cours. En rentrant chez toi, tu te souviens soudain qu'il y a un marathon Star Wars à la télé ce soir. Et tu fais alors ce que tout étudiant en physique ferait, courir. Tu as vraiment envie de rentrer chez toi au plus vite. À tel point que tu commences à courir à 6 mètres par seconde. Bon, peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas couru, alors au bout d'un moment, tu ralentis et tu cours à 2 mètres par seconde. Mais plus tu te rapproches de chez toi, plus tu crains de rater le début. Alors tu piques un sprint. Et maintenant, tu cours à 8 mètres par seconde. Et tu arrives juste à temps pour le générique d'ouverture. Ouf. Eh bien, ces valeurs représentent ta vitesse instantanée. La vitesse instantanée est la vitesse d'un objet à un moment donné.
Et si tu veux ajouter comme information la direction de cette vitesse, tu obtiens la vitesse algébrique instantanée. En d'autres mots, 8 mètres par seconde vers la droite est la vitesse algébrique instantanée de cette personne à ce moment précis. Alors attention, ce n'est pas la même chose que la vitesse algébrique moyenne. Si ta maison est à 1000 mètres du campus et qu'il t'a fallu 200 secondes en tout pour y arriver, alors ta vitesse algébrique moyenne serait de 5 mètres par seconde. Ce qui n'est pas nécessairement égal à ta vitesse instantanée aux différents moments du trajet. Imagine que tu aies parcouru 60 mètres en 15 secondes. Au cours de cet intervalle, tu as pu accélérer, ralentir et même changer de vitesse à chaque instant. Eh bien, peu importe les phases d'accélération ou de décélération du trajet, ta vitesse algébrique moyenne sera toujours de 4 mètres par seconde vers la droite. Autrement dit, plus 4 mètres par seconde. Si tu voulais connaître la vitesse algébrique instantanée à un moment donné, dans ce cas, il te faudrait observer un déplacement plus petit sur un intervalle de temps plus court, centré sur le moment auquel tu t'intéresses. Et alors, tu aurais une meilleure idée de la vitesse algébrique instantanée à cet instant-là. Mais tu n'aurais toujours pas la valeur exacte de cette vitesse. Pour se rapprocher au maximum de la valeur exacte de la vitesse instantanée, il faudrait choisir un déplacement encore plus petit sur un intervalle de temps encore plus court. Et le problème, c'est que pour obtenir une valeur exacte de la vitesse instantanée, il faudrait diviser un déplacement infiniment petit par une durée infiniment petite. Et en gros, cela revient à diviser 0 par 0. Et alors ça, c'est resté une énigme pendant longtemps pour beaucoup de monde. En fait, comme il semblait impossible de définir le mouvement à un moment précis dans le temps, certains Grecs anciens ont fini par se demander si le mouvement existait réellement. Peut-être n'était-ce qu'une illusion.